On a arrêté avant la pause avec la création du formulaire. Donc, en ce moment, notre formulaire, on est capable de choisir si on va faire un filtrage par logement et ou par arrondissement. On est capable de choisir combien de logements on veut conserver à l'intérieur de nos critères de sélection. De même qu'on est capable de choisir plusieurs arrondissements qui nous intéressent. Par contre, quand on appuie sur le bouton filtrer, on n'est pas encore en mesure de récupérer les données qu'on vient de sélectionner. Donc, ici, au niveau de notre explorateur de variables, on a juste la liste d'immeubles. Puis, quand on va vouloir commencer à faire notre analyse, on n'a pas récupéré les données qu'on vient de saisir au niveau du formulaire. Donc, il va falloir qu'on récupère chacun de ces critères-là. En introduction, on a mentionné que c'est le type T-filtre qui représenterait les critères choisis. Et donc, il va falloir qu'on demande au formulaire de nous retourner les différentes valeurs qui ont été entrées dans la boîte de texte et dans la liste. Donc, à toutes les fois qu'on veut appeler une fonction ou une procédure sur notre formulaire, il faut qu'on préfixe notre appel du nom du formulaire. Donc, dans ce cas-ci, c'est formulaire critère. Et on va se définir une nouvelle fonction qui va nous permettre d'obtenir non pas le bouton peser dans ce cas-ci, mais qui va nous permettre d'obtenir les données qui auront été choisies. Donc, obtenir données, c'est une nouvelle fonction et son rôle est de remplir ou de retourner les différentes valeurs écrites par l'utilisateur. Puisqu'on doit faire concorder le type de la fonction avec le type de notre variable de retour, la fonction obtenir données va retourner également un T-filtre. Alors, au niveau de notre résultat, ce résultat-là va aussi être un T-filtre. Puis, à la fin de la fonction, on va vouloir le retransmettre au niveau du programme principal. À l'intérieur de notre procédure d'initialisation, on est venu écrire au niveau de la boîte de logement ou encore on est venu décocher différentes options du formulaire. Maintenant, on veut faire l'inverse. On ne veut pas écrire dans la boîte, on ne veut pas modifier l'état de sélection de nos options, on veut récupérer leurs valeurs. Donc, on va venir écrire dans notre résultat un des champs de notre type complexe. Donc, par exemple, on pourrait déterminer quel est le nombre de logements qui a été tapé dans la boîte de texte. Et on va placer la boîte de texte du formulaire à droite de notre assignation pour être en mesure d'aller récupérer le 25 que j'avais tapé à l'intérieur du formulaire. Donc ici, on peut aller chercher la boîte de logement. Et qu'est-ce qu'on veut sur cette boîte-là? Encore une fois, c'est une donnée qui est complexe, donc il faut aller récupérer une des propriétés, dans ce cas-ci, la valeur. Avant de remplir toutes les autres données, commençons par vérifier que cette assignation-là fonctionne. Puis, si on remarque que cette instruction-là fonctionne, on pourra passer aux options et à la liste. Donc, si on relance le programme une nouvelle fois, que je choisis une valeur de logement, quand on clique sur « Filtrer », on rentre à l'intérieur du « if », ce qui me permet de faire une requête au niveau de mon formulaire. Je veux tenter d'obtenir mes données. On voit ici qu'on est capable de lire le 25 qui était dans la boîte de texte. On le transfère au niveau de notre résultat, au niveau de notre logement. Donc, dans nos critères de filtrage, on voit que le nombre de logements minimum accepté, le 25, est bel et bien conservé. Cette donnée-là se transfère au niveau du programme principal par l'entremise de la valeur de retour. Et donc, dans mes critères choisis, j'ai également le 25 logements qui est retrouvé, ce qui est excellent. On peut donc s'attaquer aux deux options. Quand on va remplir nos critères, on va vouloir savoir, justement, est-ce qu'on avait coché l'option de filtrer par nombre? L'option est un des widgets du formulaire. Donc, on accède au formulaire d'abord. Ensuite, on choisit notre widget. Dans ce cas-ci, l'option associée au nombre de logements. Est-ce qu'on voulait filtrer par nombre de logements? C'est l'état de sélection de cette option-là qui va nous le dire. Donc, le true ou false, le booléen de notre option. Et, le même
stratagème va pouvoir être employé pour l'option des arrondissements. Cette fois-ci, on va le mettre dans l'autre booléen de nos critères, c'est-à-dire, on va vouloir récupérer, est-ce qu'on doit faire un filtre par arrondissement. Et là, si on lance le programme, qu'on dit qu'on va cocher le filtrage par logement, mais qu'on ne cochera pas le filtrage par arrondissement, quand j'appuie sur mon bouton et qu'on tente de récupérer nos valeurs, bien, on remarque que le 25 et le true qui ont été associés au logement sont bel et bien récupérés, alors que dans mon option d'arrondissement, on n'avait pas coché cette option-là. La case à cocher est restée à false, donc on est capable de récupérer nos 3 données adéquatement. On le voit ici au niveau du programme principal. Dans les critères choisis, on a les 2 états de nos booléens, de même que le chiffre. Pour ce qui est de la liste, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir qu'on remplisse un tableau de chaîne de caractères. Donc, il va falloir trouver quels sont les arrondissements qui ont été sélectionnés. Il va donc falloir demander à la liste l'état de sélection de toutes ces options. Donc, pour parcourir une liste, même si on utilise le Option Base 1 au niveau de notre module, les listes sont insensibles à l'Option Base. Donc, quand je vais vouloir parcourir les données de ma liste, je n'aurai pas le choix de partir à zéro. Et là, il n'y a pas de U-bound qui est associé à la liste. C'est un terme, c'est une commande qui est différente. Pour accéder aux éléments de la liste, il faut qu'on commence par passer par le formulaire. Ensuite, on peut aller chercher notre liste d'arrondissements et la propriété qui m'indique combien d'éléments il y a à l'intérieur de la liste, elle s'appelle list count. Donc, si on a 20 arrondissements, mais qu'on commence notre dénombrement à partir de 0, il va falloir qu'on aille de 0 à 19. C'est important de mettre un -1 ici pour ne pas dépasser la limite de notre liste. On va vouloir vérifier est-ce que chacune des sélections, est-ce que chacune des options dans la liste a été choisie ou non. Donc, encore une fois, on interroge la liste, mais il faut d'abord passer par le formulaire. Retourner dans la liste des arrondissements. Et là, pour savoir si une option a été choisie ou pas, il y a un tableau de booléens qui s'appelle Selected qui va nous dire vrai ou faux pour chacun des indices des options. Et si je tente de récupérer le texte ou le choix de mon option, on va commencer par les afficher juste pour vous montrer qu'on est capable de récupérer les bons arrondissements. Bien, quand je vais vouloir récupérer chacune des chaînes de caractères, pour une 3e fois, je n'aurai pas le choix de redémarrer à partir de mon objet le plus complexe, c'est-à-dire le formulaire, aller dans le widget, la liste. Il y a un tableau de chaînes de caractères à l'intérieur de cette liste-là qui s'appelle liste aussi, et on va pouvoir récupérer le nom de chaque arrondissement de cette façon-là. Donc ça ici, c'est un template de code assez standard qui nous permet de savoir est-ce que chacune des options d'une liste a été sélectionnée par l'utilisateur ou non. Si on lance le programme à nouveau et qu'on prend le temps d'observer ce pattern de code-là un petit peu étape par étape, le nombre ici est... Oh, ça c'est vite, attendez un instant. Si on active le choix par immeuble et que je choisis Ontic, Anjou, La Salle et la Chine, j'ai choisi 4 options. Je vais aussi prendre le temps d'aller choisir le dernier, Villeray à la fin. Quand on clique sur Filtrer et qu'on va à l'intérieur de notre fonction d'obtention de données, et que je n'oublie pas de déclarer le I, on voit que on est capable de déterminer les 20 arrondissements avec le list. On sait le nombre d'arrondissements qu'il y a à l'intérieur avec le list count. Donc, comme je l'avais dit, là, il y avait 20 arrondissements dans notre liste. Par contre, on commence notre dénombrement à 0. On ne peut pas commencer avec 1 comme si on était sur un tableau régulier à cause qu'on est en train de gérer une liste d'un widget dans un formulaire. L'option base 1 ne fonctionne pas sur ces listes-là. Donc, il faut vraiment commencer par interroger la ligne 0, qui était la ligne vide qu'on n'avait pas choisie. Donc, la ligne 0, son booléen est à false. Donc, puisqu'on n'a pas choisi la première option, on saute par-dessus. Anjou, qui était la 2e option,
à la position 1, je l'ai sélectionné. Untick qui était à la deuxième position, donc à la position 1, je l'avais sélectionné. On voit que son booléen est à true, ce qui me permet de l'afficher. Quand on attrape le next, on se déplace de l'option 2 à l'option 3. Je le rappelle, là, il y a un décalage entre le i et les numéros d'options. L'option 3 étant la deuxième, étant un i qui vaut 2. Cette option-là avait été choisie également, ce qui me permet d'afficher en joue. On avait skippé les prochaines options. On avait trouvé ou on avait choisi l'option 5 et 6 pour représenter la salle et la Chine. Et là, toutes les options suivantes n'avaient pas été choisies. C'est pour ça qu'on tourne en rond comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive aux dernières options, à l'option 19. L'option 19 avait été choisie. Puis, je vous rappelle, c'est l'option... On le voit dessus? Ah, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Donc, c'est la dernière option en bas de liste qu'on avait choisie qui représentait Villeray. Et donc, on voit qu'on a été capable de passer sur chacun des options. Par contre, on ne les a pas encore placés dans notre valeur de retour. Tout ce qu'on a fait actuellement, c'est afficher leur nom. On les a détectés, on a trouvé les options qui avaient été choisies, on les a affichées. Maintenant, il faut juste remplacer l'affichage par un ajout dans une case de tableau. Et ça, faire croître un tableau case par case à chaque fois qu'on trouve une nouvelle donnée qui nous intéresse. On a fait ça à 2-3 reprises depuis le début de la session. Il va falloir qu'on procède par accroissement. Il va falloir que je compte le nombre de cases trouvées. Toutes les fois qu'on va trouver un arrondissement supplémentaire, notre compteur va augmenter d'une nouvelle case. Ce qui va me permettre de faire un Redeem Preserve sur mon tableau. Le Preserve ici est important parce que sinon on effacerait les anciennes valeurs. Donc, on va vouloir agrandir la liste d'arrondissements de nos résultats en fonction du nombre de cases trouvées. Et on va copier dans cette nouvelle case-là l'arrondissement qu'on affichait préalablement. Et à la fin, on veut aussi conserver le nombre d'arrondissements qui avaient été trouvés. Donc, on peut aussi prendre le temps de placer le nombre de cases trouvées au niveau de notre résultat. C'est le dernier champ qui était requis. Donc, le nombre d'arrondissements qu'on veut retourner, on va le conserver à l'intérieur de notre valeur de retour. Donc, lorsqu'on lance le programme, que j'active mes deux critères de sélection, que je dis je veux chercher les propriétaires qui possèdent 25 logements et plus. Dans Untick, on joue la salle et la Chine. J'ai 4 sélections parmi les 6 ou les 7 premières. Quand on commence notre recherche, notre nombre de cases trouvées vaut encore 0, c'est normal, on n'a pas trouvé de premier arrondissement. La première ligne vide est skippée, on ne l'avait pas sélectionnée. Quand notre i pointe sur Anjou, ou sur Untick, c'est le premier arrondissement qu'on trouve, donc on fait passer notre compteur de 0 à 1. On ne peut pas encore tout de suite écrire dans la liste d'arrondissements parce qu'on n'a pas fait croître le tableau, mais c'est le rôle du Redeem Preserve. Le Redeem Preserve qui est là va me permettre d'ajouter une case au niveau de mon tableau de chaîne de caractères. Cette case-là est vide pour l'instant, mais tout de suite après, je prends mon deuxième arrondissement ici, qui représente Untick. Je viens le placer dans la première case de mon tableau de retour. On voit qu'Untick est placé au bon endroit. Quand on analyse la troisième option, Anjou a été sélectionné. La troisième option correspond à notre deuxième arrondissement trouvé. Donc, il y a un décalage entre le i et le numéro de case trouvé. C'est pour ça qu'on utilise deux variables différentes. Maintenant qu'on a trouvé une deuxième case, il faut donner une place supplémentaire à cet arrondissement-là dans notre tableau. On fait donc un Redeem Preserve. Le Preserve me permet de conserver la première réponse qu'on avait trouvée à l'itération précédente. Donc, on a maintenant deux cases dans le tableau. Untick n'a pas été effacé.
et je peux maintenant venir placer Anjou à la bonne place. Encore une fois, c'est le fait que j'utilise une variable différente entre la lecture et l'écriture dans mon tableau qui me permet de déplacer les cases de la bonne façon au niveau de notre variable résultat. On ignore l'option 4 et 5. Puis quand on arrive sur la 6e et la 7e option, ben, on avait choisi la Chine, on avait choisi la salle. On a été capable d'ajouter ces deux options-là au niveau de notre tableau également. À la fin, on a trouvé 4 cases, donc on place ce 4-là au niveau de notre variable NB pour conserver le nombre d'arrondissements qu'on avait trouvé. Puis lorsqu'on transfère la variable résultat, ces données-là sont récupérées au niveau de notre valeur de retour. Ça va donc nous permettre de faire l'analyse. Depuis tantôt, on utilise un message box pour montrer le fait que l'analyse va être faite à un moment donné. Bien, ici, on est capable de trouver notre liste de propriétaires qui nous intéresse en employant la fonction qui effectue le filtre. Et cette fonction-là requiert les 1200 immeubles auxquels on va appliquer les critères choisis dans notre interface graphique. Et donc, on va pouvoir réduire les 1200 immeubles à, dans ce cas-ci, il n'y a aucun propriétaire qui correspond à notre recherche. On va faire une autre recherche qui fonctionne. À la place de 25, on va peut-être réduire un petit peu le nombre de logements. On va passer à 12. Si on choisit quelques arrondissements, au lieu d'avoir 1200 immeubles, dans ce cas-ci, il y a 13 propriétaires qui respectaient nos critères d'un minimum de 12 logements à travers les 5 arrondissements suivants.